douce France, cher pays de mon enfance. On était des travailleurs, donc la sécurité sociale c'était pour nous, alors on savait ce qu'on voulait. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, à être payés 3 heures à 10 euros. Vous laissez faire ça. Perret Gilles, vous êtes né en juin 1968. On vous doit Les Jours Heureux, on vous doit La Sociale, on vous doit Je veux du soleil, Debout les femmes, L'Insoumis. Et donc, à partir de mercredi, reprise en main, une fable montagnarde et ouvrière sous fond de capitalisme vorace. Ils vont vendre Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers? Non mais attends... Tu as choisi ton camp, toi, hein? Berthier va être acheté par des charognards. Et moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. C'est un film de bonne humeur, quoi, de bon esprit. Putain, ça fait du bien, quoi. C'est inspiré d'histoires de copains, de voisins, donc en fait, c'est très très documenté, c'est très précis sur le fond. Sur la forme, c'est plutôt léger, mais c'est vraiment inspiré du réel pour le coup. Même si c'est une fiction, c'est inspiré du réel. C'est la finance qui imprime le rythme. C'est eux qui demandent des taux de rendement rapides. C'est eux qui et donc tout le monde court après ça pour la recherche de le prix de la main d'œuvre le plus bas possible, qui font bouger ces entreprises et les salariés tout autour de la planète. Donc tant qu'on ne remettra pas des règles là où on les a enlevées, on ne s'attaquera pas au problème de la répartition des richesses, parce qu'on voit à quel point les financiers se sont gavés ces dernières années et continuent de se gaver éhontément depuis la crise. Et c'est tous ces mécanismes-là qu'on décrit qui le permettent. Mais c'est sûr que ce n'est pas avec l'ami de la finance qu'on a à la tête de l'État en ce moment que ça va se passer. Amis du café. Amis du café, amis de la police. Bonjour les manifestants d'hier. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Perret, le documentariste qui s'essaye maintenant à la fiction. Ça rigole plus. Attention, il a enlevé ses lunettes. Bonjour monsieur Gilles Perret. Bonjour monsieur Dufresne, ça va? Je suis allé voir le film. Donc tu sais, dans ces cinémas réservés à la presse où le fauteuil est extrêmement confortable et où il y a un gros risque d'assoupissement, je me suis pas assoupi. J'ai adoré. Faudra bien qu'ils se décident à la changer, cette putain de machine. Ils vont vendre Cédric. Ce serait un fonds de pension anglais ou américain. Apollo est prêt à signer pour 60 millions. C'est super. Apollo, c'est les pires, non? Et toi, ça te fait rien de te faire du fric sur la vie des ouvriers? Non mais attends... Tu as choisi ton camp, toi, hein? Berthier va être acheté par des charognards. Et moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Merde! Le projet Berthier prend l'eau. Ah bah il est en forme le conseil d'administration. Et pour ça, on a juste besoin d'une petite mise de départ de 5 millions. 5 millions. À bientôt. Tout à fait. Bientôt, merci. Bon, au revoir. Si vous réussissez à l'avoir à 45 millions, c'est le coup du siècle. Attends, mais qu'est-ce que t'as gagné, toi? Le frisson. Vous avez un concurrent? Très bien, vous montrez que vous êtes les meilleurs. Mais t'inquiète, hein, on va se battre. Et le prix peut s'effondrer. Mais ça, vous y arrivez pas sans moi. Hein. Eh ben alors, on s'est fait prendre pour des cons. Ouais, un peu. Oui, parce que je suis moi-même du sérail. Donc si tu veux jouer dans cette cour, je pense qu'il va falloir t'endurcir un petit peu. Mais on va les niquer. Mais non, les gars, mais on va se planter. Toi, t'aurais pu te battre, t'aurais pu sauver tout le monde et t'as rien fait. Je veux faire ce que là. Arrête. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de travailler par amour de l'humanité. Perret Gilles, vous êtes né en juin 1968. Très bonne année, vous êtes donc mon cadet de 2 mois. On vous doit Les Jours Heureux, on vous doit La Sociale, on vous doit Je veux du soleil, Debout les femmes, L'Insoumis. Et donc, à partir de mercredi, reprise en main, une fable montagnarde et ouvrière sous fond de capitalisme vorace qui marque l'irruption dans le doux monde de la fiction, plutôt bobo. Et là, tout d'un coup, paf, t'arrives et tu nous fais une petite comédie sociale, c'est-à-dire un film drôle, sur un truc pas drôle, l'histoire de cette entreprise de décolletage, tu vas nous dire de quoi il s'agit, qui est menacée de rachat par des méchants américains ou anglais, on ne sait pas trop au départ. Apollo, c'est qui? C'est à Londres, c'est américain, on ne sait pas, enfin bref, voilà. Et là, ils se disent, bon allez, stop, ça suffit, on va voir comment on peut se reprendre en main et reprendre notre avenir en main, en fait. Et du coup, ils décident de se déguiser
en financier, avec ses potes d'école, de lycée, donc il y a des histoires qui ressurgissent, et pour repiquer la boîte à ses fonds d'investissement en utilisant les mêmes méthodes qu'eux, qui s'appellent des méthodes des LBO, qui est une méthode qui est assez dégueulasse, qui inquiète même la Banque Centrale Européenne en ce moment, parce que ça crée des taux de... Tu veux bien dire en anglais, puisque bon, t'as un comédien qui est parfaitement anglophone, qui dit donc le terme, le LBO, ça veut dire Leverage buyout. Donc c'est rachat par effet de levier, mon cher, tu croyais me piéger, hein. Alors cette méthode, en fait, ça consiste à racheter des boîtes et de mettre de sa poche qu'une petite partie du rachat, environ 10 à 20%, et tout le reste est racheté est fait par un emprunt. Alors jusque-là, vous allez me dire, bon bah oui, ces boîtes, elles coûtent cher, donc c'est normal qu'on fasse un emprunt. La grosse différence, c'est que vous, quand vous achetez une maison, un appartement ou un appart, si vous avez les moyens d'en acheter, eh bien l'emprunt, c'est vous qui le remboursez. Sauf que là, c'est pas le fonds d'investissement qui rembourse son emprunt, c'est la boîte qui a été rachetée qui se rembourse. Et donc, en fait, elle se rachète elle-même. Donc, en gros, ça veut dire que en amenant 10 à 20%, vous êtes propriétaire de la boîte. Et le truc malin de LBO, Leverage Buyout, c'est qu'en fait, on dit toujours dans l'inconscient collectif, ils rachètent des boîtes pour les revendre plus cher, 4 ans plus tard, etc. C'est ça. Et ils sont malins et tout. Mais en fait, ils ne la revendent pas plus cher, la boîte. Ils s'en foutent de la revendre plus cher. Parce qu'en fait, quand ils revendent 4 ans plus tard, ils empochent tout ce que la boîte a remboursé sur l'emprunt. Et comme ils demandent des taux de remboursement de l'ordre de 15%, si la boîte elle vaut 20 millions d'euros, 15% par an, sur 4 ans, vous voyez ce qu'ils empochent. Parce que quand ils revendent, évidemment, ils empochent tout ce qui a été remboursé sur les 4 ans. Donc même s'ils ne la vendent pas plus cher ou même un peu moins cher, de toute façon, c'est bingo. Tout ça, ça a des conséquences sur la boîte, c'est qu'elle est surendettée, c'est qu'elle n'a plus de marge de manœuvre pour investir dans les machines. Évidemment, tout cet argent qui quitte l'entreprise, c'est autant d'argent qui est pas reversé aux salariés et à l'innovation. Donc voilà, et ça, c'est pas ma petite histoire dans ma petite vallée en Haute-Savoie, c'est pas une petite histoire unique, parce que l'année dernière, en 2021, le volume d'affaires, c'est 1120 milliards de dollars qui ont été investis comme ça en LBO, et c'est pour ça que je citais la Banque Centrale Européenne tout à l'heure, qui s'inquiète aujourd'hui du surendettement des entreprises, qui a atteint un taux d'endettement qui est équivalent à celui de 2008, avant que ça nous saute à la figure. Donc moi, dans mon histoire, je me suis dit, finalement, puisque les fonds d'investissement, ils sortent pas beaucoup d'argent de leur poche, les ouvriers sont pas plus cons que les fonds d'investissement, s'ils ont pas beaucoup d'argent, eux, ils vont faire aussi une LBO. Donc, par contre, il faut avoir des bons codes, il faut se déguiser un peu en financier, il faut trouver quand même la mise de départ, et puis forcément, ça fait un peu de comédie, parce qu'ils ne sont pas toujours au top dans les règles et dans la façon de faire dans le milieu de la finance. Voilà. En même temps, ça me surprend pas, avec ces financiers de merde. Frédéric nous a pas beaucoup aidé non plus. Putain, s'il avait pu le laisser pourrir sur le bargier, lui. Ouais. Zéro principe, zéro engagement. Le type, il fait de l'escalade, mais en salle. Bientôt, il va faire le tour de France, mais en vélo d'appartement. Brutive. Bon, c'est mort, votre histoire, hein. Allez, je vais y aller parce qu'on m'attend à la maison. Ouais, c'est dommage. Attends. C'est pas mort, en fait. Bien au contraire. Et là, le film bascule. J'ai une proposition à vous faire, un truc génial. C'est un truc énorme. On va monter notre propre fonds d'investissement. Nous? Ouais. Mais à nous trois, je suis sûr qu'on peut y arriver, on n'est pas plus cons qu'eux. D'accord. Donc toi, t'es financier maintenant. T'as bien l'allure avec tes chaussures de marche. Non mais, si les fonds d'investissement achètent des entreprises sans argent, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire. On monte un fonds. Ah bah oui, c'est facile, ça. On fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Alors ça plombe un peu, là on se dit merde, Gilles Perret il reste dans ses documentaires là. Non, là t'es malin parce que le film, en fait, tu nous fais exactement les mêmes trucs que dans les documentaires, c'est-à-dire une vision sociale que nous partageons, mais tu nous habilles ça en histoire, en comédie quoi. Nous on est des premiers, pas étonnés parce qu'on a écrit de la comédie, mais à quel point ça rigole dans les salles, parce qu'en fait si t'avais laissé poursuivre l'extrait, mais tu l'as peut-être pas, c'est que tout ça se finit quand même par une soirée bien arrosée où ils échafaudent leur plan de reprise derrière. Et voilà, donc ça part un peu dans le délire par moment, et donc voilà, oui, ça rigole forcément, parce que moi déjà on s'appuie sur un comédien qui s'appelle Grégory Montel, qui a aussi la capacité de rendre drôle des situations, mais aussi parce que forcément c'est 3 copains qui ont des histoires qui sont parfois lourdeaux, quand justement ils vont mettre les pieds dans le monde de la finance à Genève, qui est tout proche, ça donne l'occasion de voir des scènes plutôt cocasses, et puis
Et puis voilà, c'est l'histoire de copains. Donc des histoires de copains, on n'est pas toujours très fin quand on est entre nous. Et dans cette histoire-là, ça met de l'humanité et de la comédie et de la drôlerie dans un monde qui effectivement n'est pas super sexy. Sergent Dac qui te demande, l'ironie sous-jacente permet-elle de faire passer des messages précis? Alors c'est pas Sergent Dac, c'est et à la. J'aime bien faire des films qui servent à quelque chose. Donc effectivement, ça sert à faire passer de l'information, ça sert à faire passer du message, mais sans être chiant. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous parler de cette vallée qui est la tienne, la vallée de l'Arve, c'est ça? Comment on dit? Ouais. En Haute-Savoie, où il y a en fait tout un tas d'usines que tu filmes, donc l'usine Berthier qui, il se trouve, a été l'usine dans laquelle tu as travaillé, tu as démarré, parce que toi t'es pas du sérail, quoi, t'es comme moi, quoi, je veux dire, t'arrives sur le côté là, t'es pas du sérail, t'as commencé dans cette usine, donc voilà, il y a évidemment quelque chose de très biographique dans ce film. C'est quoi ces usines de décolletage dans cette vallée? En fait, dans cette vallée, on a l'habitude de dire que c'est la plus grosse concentration au niveau du nombre d'entreprises qui travaillent toutes dans le même secteur d'activité. Donc, il y a bien longtemps, déjà, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on appelait déjà ça un cluster. Bon, entre-temps, le cluster, c'est devenu autre chose. Et en fait, on fait de la mécanique de précision. Donc, on part de barres de métal, enfin d'acier, et ce métal est travaillé, usiné, percé, enfin travaillé dans tous les sens, et pour faire des petites pièces, principalement pour l'industrie de l'automobile. Et donc la boîte par exemple dans laquelle on a tourné, elle travaille pour tous les constructeurs automobiles du monde, y compris des Chinois, des Indiens, des Coréens, donc si vous avez une voiture, il y a entre 150 et 200 pièces qui viennent de la vallée. Donc effectivement, moi j'ai grandi là-bas, j'habite toujours là-bas, dans un village à 15 km au-dessus de cette vallée, dans un petit hameau. Et mes parents ont travaillé dans ces usines, et effectivement, moi je viens pas du monde du cinéma, j'habite pas à Paris, et j'essaye aussi de proposer un cinéma un petit peu différent de ce qu'on voit un peu d'habitude sur des questions sociales. Et comme j'avais un diplôme d'ingénieur, je faisais partie des rares... Stop. Pourquoi t'as dit j'essaye de proposer? T'essayes pas, tu proposes. C'est pas à toi de le dire. Bon, mais voilà, je propose. Voilà. Et nous disposons. Et nous aimons. Ça va. Donc ouais, je propose donc un cinéma un peu différent, social, qui n'est pas très présent sur les écrans de cinéma. On peut pas. Et en plus, en général, avec des histoires sociales, lorsqu'il est présent, qui se finissent plutôt mal. Donc là, l'idée, c'était aussi d'amener une histoire sociale qui se finit bien. Et si j'ai travaillé dans ces usines, c'est juste que je faisais partie des rares fils d'ouvriers à avoir un diplôme d'ingénieur. Et j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique et automatisme, et du coup, au tout début de ma carrière, j'ai installé des machines automatiques justement dans la boîte où on a filmé cette histoire-là. Donc je connais bien les ouvriers, je connais bien cette boîte depuis 20 ans, et j'ai fait un premier documentaire qui s'appelait Ma mondialisation déjà, qui parlait de ça. Donc voilà, je vis là-bas, et j'ai l'impression qu'en vivant là-bas et en connaissant ce milieu social et ce métier, je raconte pas trop de bêtises, et que j'essaye d'être juste et le plus précis possible pour que déjà les gens du coin et les gens de la vallée s'y retrouvent. Cédric, c'est le personnage principal, c'est celui qui est au centre de l'image. Et ce Cédric, il a des traits communs avec toi. Ouais, en fait, oui, voilà, c'est juste qu'il a un rapport avec son père, qui est un ancien syndicaliste qui est à la retraite. Au début, il est un peu en conflit avec son père parce qu'il ne veut plus entendre parler de ses histoires syndicales et politiques. Et donc lui, après, par son courage et sa détermination et aussi son intelligence, il réussit à finalement se réapproprier la boîte et finalement mettre en place les théories de son père. Donc du coup, il y a un rapprochement à la fin qui est très, très émouvant, et son père est joué par Rufus. Et donc voilà, des similitudes, il y en a. Après, ce film, il est rigué de toute ma vie, dans le sens où il y a des copains, c'est inspiré d'histoires de copains, de voisins, donc en fait, c'est très très documenté, c'est très précis sur le fond. Sur la forme, c'est plutôt léger, mais c'est vraiment inspiré du réel pour le coup. Même si c'est une fiction, c'est inspiré du réel. Alors ça, ce sont des images qui sont absolument magnifiques, qui reviennent, qui ponctuent le récit, qui sont, alors là pour le coup on peut le dire, vertigineuses. Donc j'imagine c'est filmé au drone. Il n'y a pas de corde, mais il y en a en fait. Il n'y a pas de corde, mais il y en a. Que tout le monde se rassure, nous n'avons pas mis en danger la doublure de Pierre Deladonchamp, qui est un copain avec qui j'ai fait pas mal d'escalade. Ouais. Il y a une corde, mais qu'on a effectivement effacée en effets spéciaux après, parce qu'on n'allait pas... je ne suis pas sûr que les assurances du film auraient été d'accord qu'on envoie quelqu'un sans corde sur une paroi de 300 mètres de haut. Quand on dit effets spéciaux, c'est pas James Bond, mais par contre, il y a quand même des effets spéciaux sur des questions météo et sur des aspects comme ça. Dans la montagne,
les gens qui grimpent, à ce moment-là, si j'ai bien compris, il n'y a plus d'échelle sociale hiérarchique, c'est tout le monde est petit face à la montagne, et ça permet des rencontres. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que en fait, la montagne imprègne beaucoup l'histoire de la vallée, parce que c'est vrai que les ouvriers, les patrons, tout le monde va un peu en montagne, ou soit un chalet, soit va faire de la montagne en balade, ou va dormir en refuge. Donc, c'est vraiment très pratiqué. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là en montagne, c'est que les barrières sociales tombent et l'apparat tombe, et que du coup, on peut se retrouver à discuter, à se tutoyer assez rapidement avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même condition sociale, ce qui, dans la vraie vie, n'arrive quasiment pas. Un financier qui bosse sur la place financière de Genève, est-ce qu'il va rencontrer un jour dans la vraie vie un ouvrier décolleteur de la vallée de l'Arve? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a la barrière et parce qu'il y a l'apparat aussi. Il y a le costume, il y a la dialectique qui fait qu'il y a des barrières qui se dressent. Absolument. Et les financiers sont très contents de dresser cette barrière-là parce que ça leur permet de garder leur superbe et de faire croire que leur métier est super compliqué. Et nous, dans le film, on montre que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut avoir le costume, la dialectique et le réseau. La Béline qui dit « Les images de cette montagne sont époustouflantes, sauf que ça fait très peur. » Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti ça, hein, sans déconner. Ouais. C'est un film d'horreur. Non, c'est vertigineux, oui, c'est vertigineux. C'est un peu fait pour, c'est-à-dire qu'on ouvre le film avec ça pour se dire « Oula, ce mec-là, il est en train de faire un truc de dingue, et on va pas être tellement surpris qu'après, il va se lancer dans une histoire de dingue. » Et puis en même temps, c'est vrai que ces images sont un petit peu renversantes et que ça nous installe tout de suite dans autre chose. Et c'était le but de cette séquence d'entrée en escalade, de prendre le spectateur tout de suite, le plonger finalement, sans tomber, dans cet univers de montagne qui est un peu renversant, effectivement. Il y a un contraste qui est voulu, c'est que finalement, ce mec-là, il est à l'aise avec les éléments naturels, il est lui-même, il grimpe, il se sent bien quand il fait ça, et on n'est pas dans l'artificiel. Moi, généralement, tu vois, les films dits feel good, j'y vais pas. Et je savais pas que ça serait ça. C'est pas un film feel good, mais c'est un film de bonne humeur, quoi, de bon esprit. Putain, ça fait du bien, quoi. T'es un malin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement pour nous faire du bien, c'est pour nous véhiculer des messages, en fait. Ouais. Non, mais déjà, oui, je pense que quand tu parles faire du bien, je crois que c'est important. En ce moment, on a quand même un automne qui n'est pas forcément très réjouissant vu ce qui nous attend, donc il faut aussi être combatif. Et je crois que justement, ce film, en jouant sur ses affects positifs, sur le rire, mais aussi sur la combativité, avec une histoire qui se finit bien, on a des spectateurs qui tous les soirs, puis ça fait 1 mois et demi qu'on est tous les soirs dans une salle différente, des gens qui nous disent « Ah merci, ça nous a foutu la pêche, on a la niaque en sortant, on a le sourire et tout », et je crois que ça contribue aussi à redonner de la force dans les batailles qui s'annoncent, ce film. Et puis c'est vrai que moi je viens quand même du documentaire et que j'aime bien, j'ai rien contre les histoires d'amour et contre les histoires de je sais pas quoi, mais qui se passent beaucoup dans les milieux bobos parisiens, mais moi c'est pas mon truc. J'aime bien passer aussi des messages et d'amener un peu de savoir et d'amener aussi des techniques pour pas se faire prendre pour des imbéciles. Et puis je crois que quand on est un citoyen un petit peu avisé, averti sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, on est plus capable de le contrer, ou en tout cas de voir qu'il y a du possible. Et là je pense que j'espère, enfin on va mettre cette question des LBO sur la place publique, et notamment dans le débat politique, pour justement que les gens s'emparent un petit peu de ce sujet-là et connaissent. Alors c'est ardu sur le papier, mais dans les faits, c'est pas si compliqué que ça. C'est la finance qui imprime le rythme. C'est eux qui demandent des taux de rendement rapides. C'est eux et donc tout le monde court après ça pour la recherche de prix de la main-d'œuvre le plus bas possible, qui font bouger ces entreprises et les salariés tout autour de la planète. Et c'est la finance qui est derrière tout ça, qui impose ce rythme-là. Donc tant qu'on ne remettra pas des règles là où on les a enlevées, on ne s'attaquera pas au problème de la répartition des richesses, parce qu'on voit à quel point les financiers se sont gavés ces dernières années et continuent de se gaver éhontément depuis la crise. Et c'est tous ces mécanismes-là qu'on décrit qui le permettent. Et donc ça, c'est des mécanismes qui sont légaux. C'est là qu'est le problème. Donc si c'est légal, eh bien dans légal, il y a la loi. C'est qu'il faut mettre des lois qui justement restreignent l'impact de cette finance sur l'industrie. Et on résoudra aussi les problèmes environnementaux, parce que quand on arrêtera de faire courir les gens tout autour de la planète
fait les marchandises tout autour de la planète et qu'on détendra un petit peu la question sociale, on permettra aussi aux gens de vivre un peu plus dignement là où ils sont nés, là où ils ont grandi, et que on pourra manger plus sainement et on sera un petit peu plus posé parce qu'on en a les moyens. Donc voilà, je pense que le nœud du problème, c'est de s'attaquer à la finance. Mais c'est sûr que c'est pas avec l'ami de la finance qu'on a à la tête de l'État en ce moment que ça va se passer. Donc voilà. Ce que je voulais dire par rapport à la bonne humeur du film, c'est que dans tes documentaires aussi, dans Je veux du soleil, dans Debout les femmes, tu oublies jamais de nous faire marrer, quoi. Même dans la sociale, même le rire, c'est super. Le rire, ça permet de faire digérer les choses et puis aussi d'intégrer, de se donner le temps de l'intégrer. Et puis surtout, je pense que ça donne de la force. Donc c'est vrai que même les films que j'ai fait avec François, mais même sur mes films précédents, quand il y a une blague, quand il y a un truc comme ça, faut surtout pas s'en priver. Et puis ça permet aussi de relativiser, faut pas non plus se prendre pour ceux qu'on n'est pas, et que de temps en temps, faut redescendre au niveau de l'être humain qu'on peut être, et puis de mettre un petit peu de dérision dans tout ça. Mais ça n'empêche pas après de remettre une nouvelle couche et de jouer sur les rythmes comme ça pour réamener un petit peu de connaissances, d'éléments d'information pour que le spectateur sorte quand même de ces salles de cinéma un peu moins con que quand il est rentré, comme moi je suis un peu moins con quand je rencontre des gens et que j'apprends ces mécanismes des LBO. Donc voilà, si on peut au moins servir à ça. Première question. Que disent les gens là qui ont vu le film en avant-première ? Et deux, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être autant sur la route, cinéma après cinéma, projo après projo ? Parfois tu fais 2 débats, 3 débats dans la même journée. Enfin bon, dumping social, c'est toi. Ouais. Bon, moi j'ai connu un mec qui s'appelle David Dufresne qui il y a quelques années a fait un film, mais je crois qu'il était pas mal sur les routes aussi, donc voilà. Mais non, qu'est-ce que ça fait ? C'est vrai que moi ça fait 12 ans que je fais ça et les cinémas sont un peu habitués à ce que je passe, donc ça se fait un petit peu comme ça. Mais j'aime bien aller à la rencontre des gens parce que je pense que quand ils participent à une soirée débat comme ça, on enfonce le clou et puis on amène du complément d'information et puis ça fait un peu de fidélité, puis ça fait la proximité avec les gens et qui aiment bien. C'est pas parce que là on a fait un film de fiction que tout d'un coup il faudrait se prendre pour ceux qu'on n'est pas, et donc on a continué de labourer le terrain, effectivement, d'aller dans tous les cinémas avec ma compagne, avec Marion Henrichou qui a écrit ce film avec moi. Jusque fin novembre quasiment on est sur les routes de France, mais on aime bien. Après il y a un côté effectivement qui peut être fatigant parce que voilà, on rentre tard et puis bon, en ce moment il y a la presse, il y a tout ça, mais c'est quand même sacrément satisfaisant de voir qu'on amène quelque chose et puis de voir aussi la réaction des spectateurs. C'est quand même sympa quand on les entend rigoler comme ça, puis qu'on les voit s'essuyer les larmes qui coulent sur les séquences d'émotions, etc. C'est quand même assez agréable d'être là aussi pour échanger avec eux à l'issue de chaque séance. Il y a un acteur qui a un rôle secondaire, acteur qu'on avait rencontré au plateau des Glières, parce qu'il faut rappeler quand même que Gilles Perret était également un agitateur, puisque chaque année il fait sur le plateau des Glières la rencontre des résistants. On est sur le plateau des Glières, au lieu de la résistance, et ce matin c'est Parole de résistance, donc c'est des résistants plutôt d'aujourd'hui. Alors maintenant on les appelle des lanceurs d'alerte, mais nous on faisait déjà les trucs de lanceurs d'alerte il y a 15 ans en arrière, qui prennent la parole sur des sujets qui ont attrait à des motifs de résistance, des motifs personnels de résistance qui s'apparentent aux mêmes motifs que pouvaient avoir les résistants à l'époque, sur des questions d'injustice, de droits de l'homme, enfin, tout ce qu'on entend au niveau des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Donc ça s'appelle Parole de résistance. Alors Samuel Churin, c'est vrai que là, on le voit sur l'image, il a une belle cravate, un beau costume. Dans la vraie vie, c'est le porte-parole de la coordination des intermittents. Et c'est quelqu'un qui se bat énormément dans les négociations avec le ministère du Travail. Pour les négociations, c'est lui aussi qui porte le revenu pour les intermittents comme pour les intermittents de l'emploi, on va dire, et que notre statut soit généralisé pour les CDD, les saisonniers, etc. Puisqu'il n'y a pas de raison que nous, on ait un statut quand on travaille dans la culture, dans le spectacle, et que les précaires n'aient pas le même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très militant et qui, pour le coup, effectivement, est vraiment à contre-emploi dans ce film, puisque c'est lui qui est le directeur de la boîte et qui est l'émissaire du fonds d'investissement et qui gère cette boîte, effectivement, d'une façon assez carnassière, on va dire. Donc c'est assez drôle de le mettre là-dedans et assez sympathique parce qu'en fait, c'était assez facile de tourner avec Samuel parce que dans ce rôle-là, lui il me disait non mais t'inquiète, ça va aller parce que moi je les ai toute l'année en face de moi dans les négociations, ces mecs-là, donc je connais leur type
tic de langage, leur tic vestimentaire, le fait de se toucher la cravate, etc. Donc du coup, c'était assez facile de tourner avec Samuel. S'il vous plaît. Attends, écoute. Bien. C'est pour célébrer une carrière entière au service de Berthier que nous sommes réunis aujourd'hui. Cher Bernard, c'est avec plaisir que nous avons accédé à votre demande de retraite anticipée. Et tenez, voici, de la part de la direction, une invitation à la date qui vous conviendra dans un restaurant étoilé pour savourer votre temps libre. Dîner gastronomique pour 2 personnes. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le rachat de Berthier par Apollo? Rien n'est fait, Rachid. Et vous pouvez nous en dire plus sur la liste des suppressions de postes? Quelle suppression de poste? De quoi vous parlez? On parle quand même d'une 20aine de noms. Et la prime de prod, on va finir par la toucher un jour ou pas? Et les heures sup alors? Attendez, c'est ni le moment ni l'endroit pour parler de ça. Vous êtes en train de gâcher la fête de Bernard. Hein, bon, j'ai eu du travail, moi. J'y retourne. Merci encore, Bernard. Les salariés ont le droit de savoir, hein. Il a la trouille, ouais. Allez, va te cacher, tiens. Ouais, c'est ça, ouais, rentre chez toi. Je prends le relais. C'est ça. Dès que c'est sérieux, il n'y a plus personne. Hein. Il joue très bien. Il joue très bien. Et il y a un petit côté documentaire dans ce passage-là, j'ai l'impression. En termes de cadrage, de manière de filmer, où tu passes de l'un à l'autre, etc. Moi, j'aime bien, d'une manière générale, travailler près des gens et puis ouais. et d'être dans l'ambiance le plus proche possible, parce que j'aime bien Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. J'ai l'impression que quand on est proche des gens comme ça et que la caméra est avec eux, le spectateur a l'impression d'être aussi avec eux. Et c'est vrai que on y tenait beaucoup avec des scènes de copains, parce qu'il y a des scènes de bringues, etc., d'être vraiment proche d'eux pour que le spectateur il aurait envie d'être avec eux, à boire des coups, à faire leurs conneries qui sont assez récurrentes dans le film. Et donc j'aime bien donner de la proximité avec le spectateur. Donc c'est pour ça que la caméra est utilisée de cette manière-là dans mes documentaires, mais tu as raison, aussi dans cette fiction. Plus j'avance aussi, plus dans la façon de faire, la façon d'aborder les documentaires, on utilise les mêmes méthodes que les fictions, c'est-à-dire de provoquer des situations. Oui. En montage, comme je mets pas de commentaires sur mes documentaires, eh bien, on utilise aussi des artifices, ou en tout cas de phrases qui sont un peu refaites sur des montages sons pour mettre dans les ambiances, et puis aussi pour travailler beaucoup sur les émotions, ce qui est un peu, et sur les rythmes aussi, ce qui est qui sont un peu les mêmes techniques que ce qu'on utilise en fiction. Donc c'est vrai que certes, il y a un palier à franchir, en tout cas quand on fait une fiction, mais en même temps il y a quand même beaucoup de techniques que j'utilisais déjà dans mes documentaires. Est-ce que tout est écrit dans le scénario de Monde Sorcière? Est-ce qu'il y a aussi des propositions possibles par les acteurs? Là on parle de ton film. Oui, alors c'est vrai que tout est... En fait, c'est un scénario qui est assez complexe, parce qu'il fallait que ce soit réaliste et que ce soit faisable, notre méthode là, pour qu'à partir de mercredi, comme tout le monde va se trouver dans les salles, notre méthode de reprise à main par les LBO se généralise sur l'ensemble du territoire. Tu vois, on manque pas d'ambition. Et donc du coup, c'était assez écrit dans la mécanique pour reprendre. Par contre, on a des scènes où il y a un peu plus d'improvisation, et surtout on a quand même un super casting, des acteurs très bien, très compétents, et donc ça aurait été bête de se priver de leurs propositions. Et donc on était beaucoup dans l'échange, et c'est vrai que plus le temps avançait sur le tournage, plus en fait ces comédiens ils se mettent tellement dans le rôle, en fait, que à force ils finissent par mieux connaître le personnage que nous, pourtant, qui travaillons dessus depuis 6-7 ans. Et donc en fait les propositions sont souvent intéressantes. Et donc en plus, comme on a des bons, on écoute, et puis des fois il y a des propositions et on bouge un petit peu le curseur avec eux, puis des fois les propositions sont pas bonnes, c'est pas grave, mais en tout cas moi je suis très à l'écoute, autant des techniciens que des comédiens, parce que ce film-là, c'est un film de bande, donc tout est bon à prendre pour voir un peu dans quel sens on va. Et donc, c'est vrai que par exemple, on avait sur le personnage principal qui est joué par Pierre Deladonchamp, donc Cédric, les propositions de Pierre et son jeu ont fait que le personnage principal est devenu plus doux que la manière dont on l'avait écrit. On l'avait écrit un peu plus rugueux au final. On a le personnage joué par Grégory Montel qui amène la comédie. Eh bien, le jeu de Grégory Montel, donc Alain, qui est un banquier dans une petite agence locale, eh bien, en fait, on fait un personnage encore plus drôle. Il amène vraiment la comédie plus que ce qu'on avait écrit. Donc c'est agréable de voir ça. Puis il y a des choses, là aussi, alors on apprend, hein, quand on fait une fiction, il y a des choses qu'on apprend. C'est aussi qu'il y a des choses qui se passent sur un plateau de tournage, dans le jeu, dans les regards, dans les trucs, que des fois, il y a tellement de pression, ça va tellement vite sur le moment du tournage qu'on voit pas tout, et qu'on découvre encore des choses
au moment du montage. Donc c'est assez agréable. Et ça, on le doit quand même aux comédiens qui se sont investis aussi dans ce film, au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vrai que je crois que les spectateurs, ils sentent ça quand ils voient le film. C'est un film de bande avec des gens qui ont envie de porter à la fois le message et à la fois l'histoire, et qui se sentent une responsabilité pour être le plus juste possible vis-à-vis de moi, de mon histoire, mais aussi des gens où on est allé tourner, puisque tout est tourné en décor réel pour être le plus fidèle possible à la réalité de terrain, quoi. Il y a un réel engagement sur ce qu'est aujourd'hui le capitalisme, ce qu'est le néolibéralisme, à quel point on ne s'appartient plus vraiment. Quand on est salarié d'une boîte, on n'est plus vraiment identifiable, on ne sait plus qui est le patron, on ne sait plus où se situe la direction, et c'est ça que ça raconte. Nous avons adoré les documentaires, tes documentaires, et nous irons voir forcément le film avec forte envie. Merci, te dit et Allah. La Belline te pose la question: pourquoi les personnages féminins sont-ils si peu nombreux? Une super ouvrière, la proche du patron et la femme du héros, et jamais ensemble. Alors, en fait, dans ce film-là, c'est vrai qu'on part d'un principe de base, c'est une bande de copains. Donc, c'est des mecs. On a volontairement fait le choix de plus féminiser que ce qu'est la réalité dans les usines, c'est-à-dire qu'il y a plus d'ouvrières. On a fait le choix d'avoir une héritière, on a fait le choix d'avoir une directrice financière, on a fait pour justement contrebalancer la présence de ces trois mecs. Et puis surtout, on a fait aussi le choix d'avoir des rôles féminins qui ne sont pas des faire-valoir. C'est-à-dire que le rôle de la directrice financière par Laetitia Doche, c'est le rôle déterminant dans le film, donc elle n'est pas là pour elle n'est pas là pour soutenir uniquement son mari, qu'elle n'a pas d'ailleurs. Pareil pour Marie Denarnaud, qui est la femme de Cédric, qui n'est pas non plus là pour faire la potiche. On était bien conscient quand on part sur un film de mec, et surtout en ce moment, c'est il faut féminiser ça, et c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que ça a été reconnu, apprécié pour ça. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus nouveau par rapport à ton expérience de documentariste? C'est le fait d'avoir une équipe de 40 personnes, de techniciens, plus les comédiens et tout. Donc les premiers jours, c'est un petit peu impressionnant. Surtout qu'on sortait quand même de 3 films, enfin 2 avec François, un tout seul, où j'étais vraiment tout seul à faire la technique, et avec François, on est que les deux dans sa bagnole. Donc là, pour le coup, c'est vraiment service minimum. Puis après, c'est la direction d'acteurs. C'était assez mystérieux, c'est comment ça va se passer. Franchement, ça n'a pas été si compliqué que ça, dans le sens où on les a vraiment immergés dans notre milieu, et ils avaient vraiment envie de porter cette histoire-là. L'idée que des employés puissent se rebeller un petit peu pour pas se laisser faire, pour garder leur industrie et pas se faire piquer par un fond vautour, comme ils appellent ça. La nouveauté, c'était ça, c'était l'ampleur du projet et la direction d'acteurs que évidemment j'avais jamais expérimenté, mais ça donne envie de continuer, de refaire en tout cas. Pimiko dans le chat te propose de réfléchir à la question de pourquoi toutes les comédies mainstream sont de droite. Alors je vais peut-être faire un peu de provoque, mais peut-être que ce serait peut-être bien que les gens de gauche ils sont un peu plus rigolos, quoi. Dans l'idée où non, mais c'est vrai, à force de dire qu'il n'y a rien qui va, que tout est triste, que tout va vers le bas et tout, on finit par désespérer tout le monde, quoi. Donc je crois que c'est aussi pour ça qu'on met un peu de comédie dans nos films. C'est aussi de rompre un petit peu avec la désespérance ambiante, et je crois que quand on met du rire, on met aussi de l'espoir, on met de la niaque. Est-ce que tu vas jusqu'à dire qu'il est mal vu d'être joyeux, drôle, ironique quand on est à gauche? Je sais pas si c'est mal vu, mais en tout cas c'est la tendance générale, et moi je crois qu'il faut aussi un peu de légèreté, et qu'on a beau théoriser tous ces mécanismes à l'extrême, ça n'empêche pas de mettre un peu de dérision, un petit peu de joie là-dedans, parce que sinon effectivement le constat est quand même globalement depuis 30-40 ans, on peut pas dire que ça aille vers le mieux. Donc il faut dire aussi qu'on a un milieu du cinéma qui, sans dire de cette droitisée, qui est quand même très très auto-centré sur leur milieu social, et donc en fait le monde du cinéma, alors, évidemment il y a plein d'exceptions et plein de beaux films, c'est pas la question, mais globalement, que donne à voir le cinéma en France? C'est quand même des avocats, des flics, des professions intermédiaires, enfin en tout cas des CSP+, qui ont des problématiques plutôt d'ordre sociétal et pas forcément social, et qui vivent plutôt à Paris dans des grands appartements avec des hauts plafonds, et qui font des brunchs et des dîners
et des trucs qui correspondent à une réalité qui est certainement la leur. C'est pas la mienne et c'est pas celle de l'immense majorité des Français, je crois. Il y a le monde du cinéma qui appelle à des états généraux parce que les salles se sont vidées, c'est une catastrophe, l'influence, la rivalité, la concurrence des plateformes, etc. Évidemment, on va pas parler de ça maintenant, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée qu'il faudrait faire des états généraux du cinéma ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que ce qu'il faut faire, c'est faire des films comme les tiens, quoi ? Ça, toi, tu peux pas dire ça, mais moi, je le dis. Mais... Ouais. Alors, non. Oh là là, on va encore se faire des amis. C'est l'idée, je pense d'une manière générale, je pense que c'est bien de faire des états généraux. Faut reconnaître qu'on passe tous les soirs dans un cinéma différent et que c'est pas drôle, quoi, ce que le cinéma vit en ce moment. Donc encore une fréquentation qui est à moins 30% par rapport à il y a 2 ou 3 ans en arrière. Ça remonte. Là, il semblerait que ça remonte un peu, mais en tout cas pas suffisamment. Et des habitudes ont été prises avec les plateformes, etc. Donc c'est pas rigolo ce qui se passe. Il y a un petit côté triste aussi dans le sens où quand on voit ce qui se passe dans une salle de cinéma, quand on regarde collectivement un film, l'énergie que ça donne au niveau des émotions et des trucs, c'est quand même quelque chose comme aventure collective de cinéma et on a un peu oublié. Moi je vois là, chaque soir il y a des gens qui viennent qui disent vous savez on n'est pas revenu depuis le Covid et qu'est-ce que ça fait du bien de venir au cinéma et de vivre des choses collectives. Mais c'est vrai qu'on a perdu cette habitude là, donc il faut que le cinéma vive. Ça peut être cher, mais après il faut ramener ça au prix d'une pinte ou je sais pas quoi. On a quand même pas mal de cinéma en France à réessai qui ont des tarifs quand même à peu près abordables. Bon, après, c'est pas pour tout le monde, ça j'en conviens. Donc c'est important de discuter de cette question-là. Après, je pense qu'il faut aussi poser la question de ce qu'on fait voir au cinéma. Je pense que le monde du cinéma n'est pas exempt de tout reproche. Mais ça, on en a parlé peut-être un petit peu avant. Et après, il y a quelque chose qui est assez satisfaisant et effrayant en même temps, c'est que le fait d'avoir 30% d'entrées de moins au cinéma, faut se dire que c'est quand même ces entrées-là, y compris les blockbusters américains, qui, grâce à l'exception culturelle française, puisqu'il y a une taxe de 10% sur chaque ticket de cinéma quand vous allez voir même Avenger ou je sais pas quoi, il y a 10% qui va pour financer la production française et notamment les films classés RSN, donc les films difficiles. Donc c'est pour ça qu'on a une production française aussi riche. Donc une fréquentation de moins 30%, ça veut dire que ça pose la question aussi de la production et aussi de la diversité du coup sur le cinéma français. Donc c'est pour ça que les états généraux c'est important. Voilà. Et puis par contre il y a aussi peut-être ceux qui souffrent aussi beaucoup en ce moment, c'est vraiment les gros aussi avec les immenses comment on appelle ça, les multiplex et finalement ce modèle-là a l'air de s'essouffler un petit peu plus vite que les salles où il y a encore un peu plus de chaleur, ou en tout cas d'échanges, de discussions, et qui est beaucoup moins froid que ces multiplex. Et alors ça, on pourrait dire c'est bien, mais en même temps, c'est vrai que les entrées des multiplex permettent aussi de payer les films suivants. Donc il y a quand même des questions à se poser. Donc je pense que les états généraux, c'est toujours intéressant. Il faut essayer de pénétrer ces milieux-là pour essayer de porter un discours différent. C'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre Carl, notamment à la SCAM, pour justement avoir des réalisateurs qui parlent de questions sociales, qui intègrent aussi ces institutions qui sont très refermées sur elles-mêmes. Donc je n'ai pas l'impression de rien faire. En tout cas, j'essaye de faire ce que je peux. Après, notre voix est quand même est pas forcément, en tout cas sur les questions sociales, n'est pas forcément très bien entendue. Mais par contre, on a quand même des syndicats qui sont sur le front et qui portent tout ça au mieux. Après, on fait face aussi à des mastodontes du cinéma et des gens qui sont un peu loin de nos préoccupations. Cette exception culturelle française elle est tout le temps menacée parce que se dire qu'on va cotiser et qu'on prélève une partie pour un peu comme la sécurité sociale, qu'on prélève une partie des recettes pour distribuer pour tout le monde, dans un monde libéral, ça a été attaqué depuis 30 ou 40 ans. Et là, encore une fois, on appelle ça la TSA. Comme c'est un des leviers sur lesquels le gouvernement éventuellement pourrait imposer de rogner pour justement laisser plus de marge et donner plus d'oxygène au cinéma, je pense qu'il faut aussi être vigilant là-dessus, quoi. C'est aussi un des chantiers qu'il faut avoir à l'œil en tout cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis merde, je devrais peut-être prendre plus ma part, être un Cédric, pour reprendre le rôle titre de ton film ou pas ?
Disons, j'essaye déjà d'être un peu Cédric avec notre organisation du Rassemblement des Glières, j'essaye d'être un peu Cédric dans d'autres mouvements, j'essaye d'être présent dans les manifestations, j'essaye de déléguer mon pouvoir dans les organisations, mais c'est sûr que je pense que dès que j'aurai un petit peu plus de temps là, à partir de l'année prochaine, ça vaut le coup d'aller mettre le nez dedans et puis d'aller brasser un petit peu dans tout ça. Mais on le fait dans les salles et puis on va proche des gens et c'est pas mal quand même aussi. Faut pas non plus s'enfermer dans ces commissions et dans ces trucs-là parce que après faut prendre un peu d'oxygène, quoi. Prendre la température de ce qui se passe sur le terrain, c'est pas mal aussi, quoi. Le chat te demande, Sentier Battant qui est à Aurillac, comment faire pour convaincre sa salle de cinéma de diffuser le film. RGZR, j'ai toujours du mal avec ce pseudo. Bonjour Monsieur Perret, je suis impatient de voir votre film, peut-on savoir où il est diffusé? Peux-tu répondre à ces deux questions? Après, je te libère. Déjà, peut-on savoir où il sera diffusé? Donc, a priori, il sera dans 140 salles à partir de mercredi. Donc, bien. C'est 8 salles à Paris et c'est... donc 132 salles en province. Après, comment faire venir le film? Eh bien, il faut aller voir le cinéma. En fait, le cinéma, c'est pas un espace fermé. Hein. Quand on les sollicite et qu'ils voient qu'il y a du monde qui attend un film, ce sont des commerçants, donc ils sont pas bêtes. Hein. Ils font venir le film. Il faut faire un peu de lobbying pour y aller. Vous demandez, vous avez entendu parler, vous avez en bien, et vous dites que vous avez envie de voir ce film. De cinéma d'Aurillac, il n'y en a qu'un. Donc ils ont l'habitude de passer les films. Vous avez vu quand je vous ai dit, le mec, il connaît, quoi. Aurillac, il y en a un, comment il s'appelle? Le Concorde, comment il s'appelle? Est-ce que ce serait pas le Cristal? On va le voir Cristal. Ah, le chat, répondez-nous. Je sais pas si Sentier Battant est encore là ou pas. Non, je suis pas sûr. Attends, je dis une connerie peut-être. Bon, en tout cas, non, mais il faut aller voir au cinéma. Sentier Battant dit oui. Comment il s'appelle le cinéma? Bonne réponse. Non, pas. Yes. C'est génial. Je vais dire, ça m'a fait monter le palpitant. Hein. T'as vu ça? Le Cristal. Bravo. Donc il faut y aller. Ouais, non, il faut aller demander. Et le meilleur service que vous pouvez nous rendre, c'est y aller. C'est aussi aller mettre des notes sur Allociné parce que les gens se réfèrent beaucoup aux notes, nos critiques. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à y aller. Là, je pense qu'on peut commencer à laisser des commentaires parce que tant que les critiques presse sont pas mises en ligne, on pouvait pas. Mais là, je pense qu'on va commencer à mettre. Et puis aussi, il y a un site qui s'appelle Sens Critique où il y a un méchant macroniste qui nous a mis quelques notes, parce que c'est une bataille aussi idéologique sur ce genre de trucs, qui mettent des notes pourries et qui règlent des comptes qui n'ont rien à voir ni avec le scénario ni avec le jeu des acteurs, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Donc voilà, vous pouvez faire ça, en parler autour de vous. Sens Critique, ça compte beaucoup, c'est vrai, ça compte beaucoup. Ouais, c'est un peu les deux trucs où il y a des notes et c'est vrai que c'est un peu frustrant. Après, les notes d'Allociné, c'est pareil, c'est les notes des spectateurs, c'est bien, c'est vraiment les spectateurs qui mettent, mais des fois il y a des bagarres qui se mettent là-dessus, c'est un peu comme les pages Wikipédia, vous voyez, donc il faut y aller parce qu'il n'y a pas de raison, les autres y vont, donc il n'y a pas de raison que nous on n'y aille pas. Et puis ouais, tenez-vous au courant des salles qui sortent ce film. C'est vrai que la vie on le disait au début, la vie d'un film comme ça se joue sur les 2 ou 3 premiers jours, donc ceux qui ont envie de le voir, en tout cas, allez-y, parce qu'en fait, les chiffres sont scrutés par tous les exploitants de cinéma commerçants, et donc ça se joue sur le fait qu'ils le reprennent en deuxième semaine ou pas, ou qu'ils le prennent dans leur ville ou pas. Donc c'est vraiment les premiers jours qui sont déterminants, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Mon cher Gilles, je te salue en mettant une chorale que tu connais, que j'avais filmée cet été. Au plateau des Glières. Voilà, sur le plateau des Glières, là où tu organises chaque année. Parole de résistance. Parole de résistance. Et cette année, ce sera encore, j'en profite, parce que vous pouvez déjà réserver votre week-end de la Pentecôte l'année prochaine. C'est le dernier week-end de mai. Mais bon, vous avez encore le temps de réfléchir. Tu sais Puis d'ici là, il va se passer plein de choses avec plein de résistants partout, donc ça va être encore plus sympa au plateau des Glières. Un grand merci à vous, j'espère qu'il passera dans nos campagnes, dit Didi Blue. Réalisation qui donne le lien direct sur Sens Critique pour aller positiver. Voilà, je pense que les gens vont te saluer. Grand merci Gilles et haut les cœurs pour la sortie du film. Je vais naturellement y aller et ferai avec grand plaisir du lobbying, dit Kaof. Voilà. Voilà, on compte sur vous. Pensez à Allociné. Alors, Allociné. Bon, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, Gilles. On attend le prochain film. Merci, on va y aller. Merci beaucoup à vous. Attends, c'est parti. Merci et bonne chance, dit Pimico. Super, je vais aller voir de suite s'il est à l'affiche au Zola à Villeurbanne. Merci, Gilles. Et debout les résistants, dit Valeur Anarchiste. Oh, c'est parti, ça y est. Ils étaient dans la chorale, les gens. Ils ont mis du temps. Voilà. Allez, on t'embrasse. Je te prends pas plus de temps. Beaucoup.
Et puis, bonjour à tout le monde, quoi. Hein Ouais, merci à toi et puis à bientôt. Merci pour tes émissions et ton dynamisme. Je t'ai entrevu à la manif hier parce que j'ai juste eu le temps de passer vite fait, mais t'es tellement professionnel que tu ne voyais personne, mis à part Annie et Arnaud, donc j'ai dit, bon, allez, laisse tomber. On saluera en direct. Salaud. Salaud. Voilà. T'as un côté fielleux, sens critique. Là, la petite vois, note à la fin, là, c'est dégueulasse ce que tu viens de faire. Non, Marion est à côté, elle t'a vu dans tout ça, et voilà. Non, bravo pour ce que tu fais. Merci, Arrête, on s'en fout. Ouais. Allez, merci pour tout, merci beaucoup, merci Gilles, merci. Salut. Comment on dit, À merci. plus. Oh, il y en a plein de merci. Voilà. Allez, Bon, au studio allez, ciao, à Brest. ciao. Allez, ciao.